Bonjour, je m'appelle Alexis Tétrault en compagnie de Pierre Norris et David Santarossa et bienvenue à Magnum Opus. Monsieur Pierre Norris, la parole est à vous. Oui, messieurs, moi aujourd'hui, je voulais vous parler d'un personnage important de l'histoire du Québec et du Canada, Louis-Joseph Papineau. Qu'on connaît, nous, au Québec, mais je vais quand même le présenter brièvement pour les gens qui nous écoutent en dehors du Québec. Donc, Louis-Joseph Papineau, né en 1786, mort en 1871, un grand politicien, tendance républicaine, libérale, défenseur des droits des Canadiens français au 19e siècle, chef du Parti patriote, qui portait les revendications nationales et démocratiques de cette époque-là. Ça a mené à une révolution, 1837-38, des rébellions qui ont échoué, qui ont été écrasées, en gros, essentiellement. C'est ça. Et on connaît beaucoup Papineau de cette façon-là, mais il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui savent à quel point Papineau était un bibliophile et à quel point il était un homme de grande culture et qui portait vraiment un amour pour la connaissance, mais aussi en particulier pour les livres. Puis moi, c'est de ça dont je voulais vous parler. C'est quelque chose qui est traité quand même à travers des biographies de Papineau. Il y a aussi un travail qui avait été fait par l'historien Roger Lemoine dans les années 90 sur Papineau comme bibliophile. C'est quand même fascinant de voir comment Papineau, c'est quelqu'un qui, depuis sa formation classique au séminaire de Québec, était très, très marqué par l'histoire, les récits de voyage. Il adorait la lecture. Lui, au lieu de jouer avec ses amis quand il y avait des récréations ou des temps libres, il essayait de faire des débats oratoires avec eux sur des sujets politiques ou sur des grandes œuvres. Il allait discuter de littérature ou de philosophie avec ses enseignants. Puis ça va le suivre après, pendant toute sa vie. C'est quelqu'un qui va passer sa vie à amasser beaucoup de livres. Pendant qu'il est chef du Parti patriote, lui, il achète tous les livres qu'il peut. Papineau, à un moment donné, il s'en va en Angleterre pour des raisons politiques. Il profite de son passage à Londres, il fait le tour des librairies, puis il va chercher un paquet de livres qu'il réussit pas à faire commander pour pour les faire venir à Montréal ou au Canada en général. Puis ensuite, après l'échec des rébellions, il s'en va à Paris. Papineau, à ce moment-là, donc, il est en exil. Il a besoin d'argent. Ça lui fend le cœur, mais il faut qu'il vende sa bibliothèque. Mais finalement, il est heureux parce que il réussit pas à vendre la majorité de sa bibliothèque. Il y a peut-être une centaine de livres, peut-être, qui ont trouvé preneur. Tout le reste a été protégé, été déménagé, caché à d'autres endroits au cas où l'armée britannique viendrait les saisir. Ah ouais. Parce que c'était vraiment... c'était quelque chose, là, quand même, au Bas-Canada, à cette époque-là, d'être capable d'avoir autant de livres dans sa maison. Pas beaucoup de gens qui avaient ça. Et quand Papineau revient d'exil en 1848, il y a l'essentiel de sa vieille bibliothèque. Il ramène tous les livres qu'il a achetés aussi en France. Et Papineau, ensuite, il va ramasser la bibliothèque de son père, la bibliothèque de toute sa famille. Et là, dans son manoir seigneurial, parce qu'il était seigneur à Montebello, en Outaouais, il fait construire une bibliothèque avec son manoir. Et là, il est capable de tout réunir ça. C'est vraiment exceptionnel. Papineau, il va ramasser là-dedans 4000 livres. Wow. Environ 4000 livres. Et c'est la plus grande bibliothèque privée du Canada au complet à cette époque-là. Il fait construire ça dans les années 1850. Donc, c'est énorme. Il fait lui-même son propre classement en 20 catégories. Il va faire l'inventaire de ses livres. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et c'est ça. Lui, en gros, c'est ça qui est merveilleux avec quelqu'un comme Papineau, c'est l'importance qu'il accorde aux livres puis à la culture générale. Dans sa bibliothèque, ça touchait à tout, là. Il y avait tous les domaines de la connaissance étaient représentés dans sa bibliothèque. Peut-être le Moyen-Âge était moins là. Un vrai républicain des Lumières. Exactement, républicain des Lumières. Il y a un paquet de livres de l'Antiquité gréco-romaine. Évidemment. Puis ensuite, il y a des livres médiévaux, mais après ça, il y a quand même relativement un trou. Puis là, ça réapparaît à la Renaissance, tous les auteurs, que ce soit de la philo, de la littérature, beaucoup d'histoire, beaucoup de géographie aussi. Et donc voilà, c'est son plus grand plaisir en général. Il disait qu'après
après passer du temps avec sa famille. Tout de suite après, il y avait les livres. C'était son plus grand réconfort. C'est là qu'il se réfugiait. Le plus triste de tout ça, c'est que même si le manoir Papineau, aujourd'hui, on peut le visiter à Montebello, l'essentiel de sa bibliothèque a été vendu aux enchères dans les années 20. Et même pas en un morceau. Ça a été dispersé. Par les Gouin, par les héritiers qui ont dû et se sont départis de ça. Il y a une bonne partie de sa bibliothèque qui a été vendue aux enchères dans les années 20. Ça a été dispersé ensuite. La bibliothèque Papineau, 4000 livres, là, ça n'existe plus en un lot maintenant. Mon cœur saigne. Oui, en effet. Mais quelle frivolité envers l'héritage de... Je savais pas. Je suis vraiment surpris. Ouais. Bonjour à tous. Un mot pour vous dire que nous sommes désormais sur toutes les plateformes de podcasts. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, nous sommes partout. On vous invite aussi à visiter notre page Patreon. Pour l'équivalent de un petit café par mois, vous soutenez notre projet. Commentez, abonnez-vous, mettez des pouces et bon épisode. Est-ce qu'il y avait des... Avais-tu terminé d'abord, excuse-moi? L'essentiel, oui, mais on peut avoir une discussion. J'aurais d'autres choses à rajouter. Est-ce qu'il y avait des livres fétiches? Une section fétiche, un livre qui revenait toujours, ou un livre particulièrement précieux? C'est quelqu'un que... un livre en particulier, peut-être pas, mais il y avait des catégories de livres qui le rejoignaient beaucoup. Évidemment, l'histoire en particulier, tout ce qui concernait l'histoire. Puis quand on regarde, parce qu'on a aujourd'hui son catalogue, puis on a son classement aussi, comment ces livres étaient placés. C'est un peu spécial aussi si on compare avec les classements d'aujourd'hui. Il y a des livres qui sont dans des catégories un peu bizarres, mais toute la section sur l'histoire, les livres d'histoire le fascinaient énormément. Histoire de France, histoire d'Angleterre, histoire des États-Unis. Il aimait beaucoup l'histoire classique, l'histoire antique. Ça le fascinait. Les auteurs anciens, il les lisait. Il y a un passage aussi... Ça montre aussi sa mentalité, à quel point il accordait de l'importance à ça. Il y a un passage de sa correspondance avec sa femme en 1833. Il écrit à propos de l'éducation de leurs enfants et il va dire à sa femme, c'est un bon passage, là, il dit « À leur âge, j'étais plus appliqué qu'ils ne le sont. J'aimais les livres et moins le jeu et la course qu'ils ne l'aiment. Néanmoins, je comprends que je n'aurais pas aussi bien étudié externe que pensionnaire. Dès que je serai assuré qu'ils aimeront mieux la conversation de Cicéron, Plutarque, avec qui l'on apprend 1000 bonnes choses, que celle d'engagés ou de petits camarades que l'on connaît mal et avec qui en courant l'on voit ou l'on entend 10 000 mauvaises choses, je les retirerai et les retiendrai auprès de moi et de mes livres. » Donc, quand même un peu austère comme bonhomme, mais oui. Mais déjà, on voit que pour lui, là, l'éducation classique, c'est important. Il veut enlever ses enfants de leurs amis pour leur faire lire Cicéron et Plutarque. Là, ils vont vraiment apprendre des vraies bonnes choses. Mais les œuvres classiques comme ça, c'est vraiment dans son panthéon personnel. Et lui, il était vraiment tourné vers ça. Il y a, à cette époque-là, ils sont pas nombreux, mais ils existent. C'est-à-dire vraiment des personnes qui se disent c'est comme une responsabilité individuelle d'avoir une bibliothèque. Aujourd'hui, c'est très institutionnalisé. Les bibliothèques, bien sûr, puis il y a plein d'avantages à ça, bien sûr, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant quand tu dis que ça provient de la société civile, ce désir de transmission, ce désir de perpétuer quelque chose, qu'aujourd'hui, ça existe sans doute ici et là, mais ça soulève la question de savoir à quel point ça existe toujours. Mais il y a quelque chose de beau dans cette responsabilité individuelle pour le collectif, en quelque sorte. De créer l'institution. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile avec des voitures de se rendre à la bibliothèque municipale ou que sais-je, mais à l'époque, je sais pas, j'aime penser que si j'étais dans un village, de savoir que l'avocat du village avait une bibliothèque que je pouvais consulter, ce serait quand même un îlot de beauté dans un monde plutôt difficile et difficile, disons difficile. Mais c'est vrai, puis pendant longtemps, c'est vrai que ça va émaner de la société civile, cette volonté-là de construire des bibliothèques privées ou publiques. Là, plus le temps va avancer, fin du 19e, début 20e siècle, c'est là qu'on va arriver avec l'idée qu'il faut des bibliothèques publiques. Au Québec, il y en a eu à peu près à cette époque-là, mais c'est vraiment dans les années 70 que le gouvernement Lévesque va lancer sa politique de bibliothèque. Je crois que c'est Denis Vaugeois qui va forcer... en effet, il était député dans le gouvernement du Parti québécois, puis c'est là qu'ils vont voter la loi pour obliger qu'à peu près, en tout cas la grande majorité des municipalités au Québec aient une bibliothèque publique. Ensuite, est-ce que la loi est respectée? Puis ensuite, à quel point les bibliothèques sont entretenues? Ça, c'est un autre enjeu aujourd'hui.
Mais avant d'en venir à ça, oui, c'est vrai, c'était la société civile qui se chargeait de ça. Puis moi, je trouverais un équivalent à Papineau. En Angleterre, il y avait un ancien premier ministre libéral, lui aussi, c'était William Gladstone. Gladstone, qui a été premier ministre super longtemps en Angleterre, lui aussi a passé sa vie à accumuler les livres, plusieurs milliers de livres qu'il possédait. Puis à la fin de sa vie, il était rendu dans les 80 ans, là, mais son âge exact, je pourrais pas confirmer, là, mais il était très, très vieux. Il décide de faire don de sa bibliothèque personnelle. Il va ouvrir une bibliothèque qui existe encore aujourd'hui, la bibliothèque Gladstone. Et ils vont tout charrier ça avec des chariots, des barouettes. Lui-même, là, il est très, très vieux, mais il traîne ça. Ils ont des milliers de livres qu'ils vont transporter pour créer une bibliothèque à partir de ce que lui possédait. Puis il disait, c'est mon legs important pour les autres, au-delà de ce qu'il a fait comme premier ministre, créer une bibliothèque pour rendre le savoir accessible au plus grand nombre. Donc voilà, c'est à peu près un travail équivalent. La différence étant que du côté de la famille Papineau, une bonne partie de la bibliothèque a été dilapidée et dispersée ensuite, ce qui est quand même assez triste. C'est très triste. Ouais. Moi, quand je suis allé visiter Washington, D.C., aux États-Unis, j'ai fait évidemment plusieurs musées des merveilleux musées à Washington. Oui. Non, vas-y. Puis, de mémoire, dans un musée que j'avais visité, il y avait, c'est peut-être pas lui exactement, mais c'est un grand personnage de l'histoire américaine, il y avait la bibliothèque de Lincoln, je pense. C'est possible. Ou d'un père. Qui était un autodidacte d'ailleurs, qui n'a pas fait des hautes études, oui, donc il s'est formé lui-même. Je pense que c'était la bibliothèque de Lincoln ou d'un père fondateur, ce que n'était pas Lincoln, évidemment, mais bref. Et puis, c'est drôle, hein? J'étudiais en histoire à l'époque, et puis on parlait de personnages, et puis on disait tel personnage était un érudit, et blablabla, tel personnage était un érudit. Mais c'est la première fois, en voyant la bibliothèque de Lincoln, que j'ai pris la mesure de la bibliophilie, l'érudition, de l'intelligence des hommes du passé. Parce que bien que j'étudie en histoire, j'imagine que dans ma tête, je dis qu'il n'y avait rien de plus savant qu'une bibliothèque nationale. Enfin, bref, je ne sais pas ce que je pensais, mais c'est en voyant la bibliothèque de Lincoln que je me suis dit, aïe, 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 les élites des siècles anciens étaient des érudits comme d'un autre niveau. Là. Ouais. C'était peut-être Jefferson, c'est possible. Parce que Jefferson était aussi, peut-être que Lincoln aussi, là, je ne suis pas au courant pour Lincoln, mais je sais que Jefferson aussi avait accumulé une énorme bibliothèque personnelle. Et il y a eu un moment où quand la Maison-Blanche, où le Congrès avait été... la bibliothèque du Congrès était passée au feu, puis ils ont perdu une grande partie de leurs livres. Jefferson a fait le don au Congrès d'une grosse partie de sa collection personnelle. Et c'est redevenu un peu le nouveau fonds de base de la Bibliothèque du Congrès. Il y a une section maintenant sur la bibliothèque de Jefferson. Mais après ça, en plus, Jefferson, il est allé se racheter à peu près les mêmes livres pour refaire sa bibliothèque à lui. Lui aussi, un peu comme Papineau, donc son classement personnel, puis etc., sa façon de classer les livres. Mais lui, sa bibliothèque, on peut aujourd'hui la visiter et voir comment il organisait tout ça, parce qu'il y a certains historiens qui se spécialisent là-dessus aussi. Étudier la bibliothèque bibliothèque personnelle des personnages du passé. Puis ça nous dit déjà qu'est-ce qu'ils lisaient, à quel point c'était des gens, par exemple, qui lisaient seulement des auteurs qui leur correspondent, ou est-ce qu'ils lisaient un peu de tout. Donc, ils étaient ouverts aux idées différentes, mais aussi comment ils organisent leur bibliothèque, etc. Ça peut donner une idée de comment ils réfléchissaient, c'était quoi leur conception du monde en général. Donc, c'est peut-être un peu pointu, mais ça peut être quand même pertinent quand on s'intéresse aux idées puis à la pensée des personnages politiques d'autrefois. Ben oui. Ou même d'aujourd'hui. Il faut aussi souligner que les livres, à l'époque, c'est des objets particuliers. Hein? Donc, aujourd'hui, tout est industrialisé, mais il y a quand même quelque chose d'artisanal à l'époque dans l'édition, donc dans la construction du livre. Et justement, aujourd'hui, on peut le commander sur n'importe quel site, puis ça arrive 2 jours plus tard. Là. Et c'est pas très cher. Et c'est pas très cher, mais à l'époque, c'est autre chose. Justement, il faut que tu dois te déplacer dans une autre ville, dans un autre pays, et tu vas chercher ces objets-là. Ouais. Donc, c'est un travail de collectionneur, vraiment, là, à l'époque. Là. Puis c'est même connu aussi que Papineau, quand il était en exil en France, tous les livres qu'il achetait,
Il voulait les envoyer ensuite à Montréal, sauf que là, il fallait les monter dans des caisses. Toutes ces caisses-là traversaient ensuite par bateau jusqu'à New York. Puis après ça, de New York à Montréal. Puis là, ça a été entreposé pendant super longtemps. Après, le temps de construire sa bibliothèque, ça a pris des années avant que tout ce qu'il avait acheté, tout ce qu'il avait accumulé avait pu être réuni. Là. Puis c'était pas simplement des livres. Là. Il y avait des cartes qui dataient du 18e siècle ou du... il y avait toutes sortes de choses. Là. C'était vraiment incroyable. Des journaux, des périodiques qu'on dirait aujourd'hui. C'était vraiment très, très vaste. C'est un trésor, en fait, qui a été capable d'accumuler. Et qui a été dilapidé, je tiens à le rappeler. Dilapidé, oui, en effet. L'avez-vous visité, le manoir Papineau? Non, je ne l'ai pas visité encore. Moi non plus, je confesse. C'est une chose à faire. Absolument, oui. Absolument. Autre chose sur Papineau? Non, ça fait le tour pour moi. Génial. Merci d'avoir été à l'écoute. On vous encourage encore une fois à vous abonner à la chaîne, à jeter un œil à notre Patreon dans la description du vidéo et à rester à l'affût d'un prochain épisode de Magnum Opus.